Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous soit dit, avec aujourd'hui un invité que j'ai tenu à avoir à mes côtés afin de démêler le sujet qui divise le pays, qui agite les foules et qui risque de donner prétexte à un embrasement général, la réforme du système judiciaire. Alors pour éclairer, expliquer et comprendre les tenants et les aboutissants de cette réforme, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Tandem TV Benjamin Felous. Bonjour Benjamin. Bonjour Galit. Comment vas-tu? Ça va super. Alors Benjamin, professeur d'histoire et d'éducation civique, conseiller aux relations internationales à la mairie de Batiam, ancien officier de renseignement de Tsahal. Tu connais bien le système judiciaire, l'histoire du système judiciaire aussi israélien. Et on va essayer en tout cas de comparer aussi le système qui existe ici avec d'autres pays, notamment celui de la France qu'on connaît un petit peu aussi tous les deux. Alors Benjamin, il paraît assez juste de dire que bien que le pays semble très divisé sur cette réforme, l'immense majorité de ceux qui sont pour, comme l'immense majorité de ceux qui sont contre, ne savent pas ce qu'elle contient véritablement. Ça, je pense qu'on peut le dire. Je pense même qu'on peut dire que ce qu'ils le savent, ils le savent à travers la presse partisane, en général, d'un côté comme de l'autre, et que 95% au minimum n'ont certainement pas lu le texte de loi que propose Yariv Levin, aujourd'hui le ministre de la Justice. Ça, je pense qu'on peut le dire. Dans l'exégèse biblique, on dit « mi passou kani doresh », c'est-à-dire du verset, je pousse la compréhension. Et effectivement, pour coller au texte, il faut vraiment aller chercher la réalité textuelle telle que ça a été présenté à la Knesset. Exactement. Alors, au moment où on enregistre cette émission, Benjamin, le vote, en tout cas les débats ont lieu actuellement à la Knesset. Le vote va avoir lieu sûrement dans le courant de la soirée ou dans le courant de la nuit. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Et puis, toi et moi, on l'a lu. On a essayé d'en comprendre les subtilités. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui présenter à nos téléspectateurs. J'aimerais que ce soit de la manière la plus factuelle possible, d'accord, pour que ce soit vraiment clair. Expliquer la situation pour chaque point de la réforme, la situation existante telle qu'elle est aujourd'hui, ce que propose la réforme et ce que ça va avoir comme conséquence et comme changement sur la vie judiciaire. Alors, Benjamin, d'abord, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit point, toi, en tant qu'historien, sur ce qu'est une démocratie, les bases, les fondements d'une démocratie. Alors, déjà, le terme, étymologiquement, le terme démocratie provient du grec démos kratos. C'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend en général au collège, à ce niveau-là. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir du peuple. C'est l'idée démocratique. L'idée démocratique, telle qu'elle a été développée dans la démocratie athénienne, concernait les citoyens. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les citoyens qui pouvaient voter. Et cette démocratie, dès les premiers philosophes grecs, avait une tendance à se séparer en plusieurs pouvoirs. Ça a été parfaitement expliqué et codifié au siècle des Lumières par Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Donc un pouvoir législatif, le pouvoir qui fait les lois, qui vote les lois, un pouvoir exécutif, un pouvoir donc qui applique les lois, qui va représenter, comme on dit l'exécutif, celui qui exécute. C'est pas pour rien, c'est que souvent c'est violent, qu'il y a effectivement un mouvement et quelque chose d'appliqué, et un pouvoir judiciaire, un pouvoir qui va dire la loi, c'est-à-dire qui va soit tout simplement rappeler les textes de loi, soit rappeler la signification profonde et l'interprétation dans la pratique des textes de loi, et qui doit être indépendant, comme d'ailleurs le pouvoir exécutif doit être indépendant du pouvoir législatif. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Ces trois pouvoirs doivent être totalement indépendants pour des raisons évidentes d'objectivité dans la conduite des affaires de l'État.
Et cette séparation des pouvoirs, à chaque fois qu'elle a été menacée dans une démocratie, ça a causé des pertes irrémédiables. Je vais prendre un exemple basique. Lorsque, en France, par exemple, le président de la République va devenir empereur, je parle de Napoléon III, il va abolir les liens et les barrières entre le législatif et l'exécutif, et il va soumettre l'autorité judiciaire à sa propre volonté. C'est le début de ce qu'on appelle un régime autoritaire. Très bien. Alors, on a eu donc en Israël, on a bien sûr une démocratie avec un pouvoir exécutif qui est donc le gouvernement, le pouvoir législatif qui est la Knesset et le pouvoir judiciaire qui est aujourd'hui représenté par la Cour suprême ou les juges en général. Tout à fait. Alors, en Israël, on a quelque chose de spécifique. On a une démocratie parlementaire, ce qui veut dire que le pouvoir exécutif dépend du vote du législatif. Le législatif, c'est-à-dire la Knesset, on n'a qu'une seule chambre, va voter pour le gouvernement. Va voter pour former, pour valider en quelque sorte le gouvernement. Il y a eu 3 exceptions au cours de l'histoire récente en Israël, où il y avait une séparation de facto dans l'élection du législatif et de l'exécutif. C'était en 1996 pour Binyamin Netanyahou, en 1999 pour Ehud Barak, et en 2001, très spécifique cette fois-ci pour Ariel Sharon, les 2 premières élections pour Binyamin Netanyahou et Ehud Barak, c'était des élections totalement imbriquées. On votait à la fois pour le Premier ministre et donc, pour expliquer à nos téléspectateurs, en fait, tu parles de l'élection au suffrage universel direct du Premier ministre, séparé de l'élection législative pour la... Alors, c'était ensemble, mais c'était sur 2 bulletins différents. Pour Netanyahou et pour Barak, donc 96 et 99. Et en 2001, on a eu cette exception, une élection uniquement pour le Premier ministre. Sans avoir des élections... législative à côté. Alors, pourquoi je rapporte ça? Parce que c'est aussi une des conditions de la démocratie, c'est que la démocratie soit, comme le disait Abraham Lincoln, par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. C'est-à-dire que les 3 pouvoirs proviennent d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit directe ou indirecte, du peuple. D'accord. Parce que le véritable souverain, c'est le peuple. D'accord. C'est le but de la démocratie. Alors maintenant qu'on a expliqué ce qu'est une démocratie, on va rappeler donc que dès la première semaine de la prise de fonction du gouvernement, de ce gouvernement Bibi, de Netanyahou, début janvier, le ministre de la Justice, Yariv Levin, a présenté lors d'une conférence de presse la première étape d'une grande réforme judiciaire qu'il entend mener. Et cette première étape porte sur 4 points. Donc le premier, c'est le changement au sein de la commission de nomination des juges. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la piskat hitgabrut en hébreu, la clause dérogatoire en français, plus ou moins. Le troisième point, c'est l'annulation du recours à l'argument de caractère raisonnable par la Cour suprême pour casser des décisions gouvernementales, qui s'appelle en hébreu ilat asverut. Et le quatrième point, c'est la nomination des conseillers juridiques dans les ministères ou au sein du cabinet du Premier ministre. Alors, je te propose, comme on l'a dit au départ, que pour chacun des points, nous expliquions encore une fois de manière très factuelle, j'insiste, la situation telle qu'elle existe aujourd'hui, ce qui est proposé dans la réforme, ce que ça va changer, et puis après on pourra bien sûr donner notre avis en tout cas si toi tu le souhaites, on va voir ça. Donc, premier sujet, donc les changements au sein de la commission de nomination des juges ou d'élection des juges. Alors actuellement, quelle est la situation? Comment est-ce que ça se passe? Comment les juges actuellement sont nommés, que ce soit des juges pour les tribunaux de droit commun ou les juges de la Cour suprême? Alors, actuellement, cette commission, qui existe depuis 1953 et depuis le ministre Chitrit, est composée de personnalités qui viennent de mondes très différents. Donc on va commencer d'abord par le côté judiciaire. On a le président de la Cour suprême et 2 juges qui changent régulièrement par rotation, mais en général, ça se fait par l'ordre d'ancienneté de présence dans la Cour suprême. Donc, du côté judiciaire, 3. 3 juges. 3 juges. On ajoute, puisqu'on reste du côté judiciaire, 2 représentants du barreau d'Israël, de l'ordre des avocats, qui eux-mêmes sont élus et qui restent 3 ans dans cette commission et qui après changent régulièrement. 5. 5. On arrive à 5. Ensuite, on a 2 parlementaires. Alors,
très particulier. Jusqu'en 1992, ces parlementaires étaient nommés par la majorité, par la coalition. D'accord. De 92 à 2003, ils ont été nommés un par l'opposition, un par la coalition. De 2003 à 2006, on est revenu au système précédent, notamment la période d'Ariel Sharon qui avait voulu vraiment ancrer cette commission le peu qu'il pouvait au service de sa coalition. Et depuis 2006, on a la représentativité à la fois de l'opposition et de la coalition au sein de deux députés. Donc 2 députés, on est à 2 parlementaires. On est à 7. Ensuite, 2 ministres, donc 2 représentants de l'exécutif. Et là, on a le juridique, le législatif, et là, on attaque l'exécutif. L'exécutif, c'est le ministre de la Justice et un des ministres du gouvernement, en général un ministre qui siège au cabinet, qui va avec lui siéger dans cette commission. Le président de cette commission de nomination des juges est le ministre de la Justice. Néanmoins, ça n'est pas lui qui emporte le vote. Son vote n'est pas plus important que celui d'un autre au sein de cette commission, donc de 9 membres. Donc 9 membres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut, pour nommer un juge d'un tribunal de droit commun, il faut une majorité simple, donc de 5 sur 9. Et en revanche, pour nommer un juge à la Cour suprême, il faut une majorité de 7 voix sur 9. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Alors, ça, c'est pour ce qui existe actuellement. Précision, cette commission est valable pour tous les juges. En Israël, il n'y a pas d'école de la magistrature. Les juges sont des juristes et des avocats qui, après un certain temps de service professionnel, une durée relativement longue, peuvent être éligibles sous certaines conditions comme juges et qui passent dans cette commission et qui deviennent juges dans les différents services judiciaires. D'accord. Alors, à partir du moment où on dit, par exemple, que il y a 3 juges et qu'il faut une majorité, je parle pour l'élection des juges à la Cour suprême, et qu'il faut une majorité de 7 voix sur 9. Donc ça veut dire que si les juges qui, en général, d'après ce que j'ai lu, votent en général d'une même voix, si les 3 juges s'opposent à un candidat, eh bien ce candidat n'aura jamais la chance de pouvoir accéder à la Cour suprême. Automatiquement, par principe, la Cour suprême a donc un veto sur la nomination de nouveaux juges de par la répartition des votes. De facto. De facto. D'accord. Alors maintenant, ce qui est proposé par rapport à cette commission dans la réforme Levin. Alors, il propose que la commission soit élargie à 11 représentants. De quelle manière? Alors, sur ces représentants, on a plus de parlementaires. On a un contrôle qui passe numériquement du côté tout simplement des représentants élus, c'est-à-dire à la fois des parlementaires et de l'exécutif. Je rappelle que si l'exécutif est nommé par la Knesset, ça veut dire que les ministres sont également des représentants du peuple. Bien sûr. Bon, ils ne sont pas nommés par la Knesset, mais le gouvernement est voté par la Knesset. Donc on a une majorité automatique du côté des non-judiciaires. D'accord. Ce qui fait que la voix des juges et des avocats se retrouve ramenée à une minorité. Et ils n'ont plus la possibilité d'avoir un veto. On va expliquer à nos téléspectateurs. Donc, dans la nouvelle commission, avec la nouvelle loi que propose le ministre de la Justice, cette commission va comprendre donc 11 membres, avec un nombre égal entre les 3 pouvoirs, 3 ministres, 3 députés en général, enfin, d'après ce qu'il propose, d'après ce que j'ai lu, c'est 2 ministres deux députés de la coalition, 1 député de l'opposition, donc 3 ministres, 3 députés et 3 juges donc de la Cour suprême, le président plus 2 juges. Et on enlève les représentants de l'ordre du barreau. On enlève les représentants de l'ordre du barreau et on rajoute 2 membres de la société civile qui, d'après ce que j'ai lu aussi, tu me coupes vraiment si je me trompe, seront choisis et nommés par le ministre de la Justice. Tout à fait. Donc, c'est important de voir un petit peu la répartition, mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le gouvernement et les représentants élus ont une majorité automatique et que les juges perdent leur minorité de blocage, leur minorité de veto. Ce qui veut dire que techniquement, ce sont les représentants du peuple, à la fois les parlementaires et le gouvernement, qui nomment les juges. Donc, en gros, on passe d'un système où, avec leur droit de veto, les juges pouvaient choisir ceux qui allaient accéder à la Cour suprême, donc
pour le dire de manière très directe, les juges se nommaient entre eux, puisqu'ils choisissaient qui allait pouvoir accéder à cette fonction. Et aujourd'hui, ils n'auront plus cette possibilité, cette minorité de blocage. Et donc, ce sera davantage aujourd'hui le pouvoir exécutif, le gouvernement, qui pourra nommer les juges, qui pourra en tout cas choisir les juges. Alors, est-ce qu'il y a une situation similaire? Moi, ça me fait penser aux États-Unis, par exemple, parce que dans une démocratie, on va dire, en bonne santé, souvent, le pouvoir, il va y avoir alternance. Il va y avoir une fois une majorité de droite, on va dire, une fois une majorité de gauche, ou une coalition qui va plus large, qui va comprendre aussi des membres de droite et de gauche. Et là, on peut penser que ça va être un petit peu plus homogène au niveau de la Cour suprême. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, si on considère qu'il y a une alternance qui se met en place, et effectivement que le pouvoir politique est libre à celui qui remporte les élections, effectivement, alternativement, il va pouvoir y avoir une nomination de personnalités différentes. Quand je dis personnalités différentes, il faut préciser qu'il faut déjà que ce soit des juristes. Ce qui n'existe pas, par exemple, en France. En France, les représentants du peuple, c'est-à-dire le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, nomment des membres du Conseil constitutionnel, si tant est qu'on puisse comparer le Conseil constitutionnel français à la Cour suprême israélienne, mais ce ne sont pas forcément des juristes. En Israël, ce sera toujours forcément des gens issus du monde du droit. Et en général, des avocats. En général, des avocats. Ou alors des gens qui ont travaillé au bureau du procureur, ou des anciens procureurs, ou des anciens conseillers juridiques du gouvernement. Mais c'est pareil, les procureurs, ce sont aussi... Ce sont également des gens qui ont fait des études de droit et qui ont passé le barreau, pour la plupart. Donc, c'est-à-dire qu'en Israël, on reste quand même dans le domaine juridique, comme aux États-Unis, où c'est surtout des juges qui ont, pour le coup, eux, été élus en premier cycle, ou nommés de manière fédérale, ou à l'intérieur de leurs États. En Israël, on reste sur le domaine juridique. Simplement, le poids des élus, le poids des représentants est plus important que ceux des juges dans le cadre de la nouvelle réforme. Et au Conseil constitutionnel français, par exemple, le président du Conseil constitutionnel actuellement, c'est Laurent Fabius. Il n'a jamais fait d'études de droit. Alors évidemment, il connaît la loi. Il a été parlementaire, il a été ministre, il a été à la fois du côté législatif et du côté exécutif. Mais il a été nommé par un président qui était du même bord politique que lui, et alternativement, bien sûr, parce que les choses changent, la roue tourne, le prochain président du Conseil constitutionnel sera probablement nommé à la fin de cette période, si Emmanuel Macron est toujours au pouvoir, et donc il y a une certaine alternance. Petit coucou à Jacqueline Gouraud, qui est professeure d'histoire, comme moi, et qui a été élue au Conseil constitutionnel. D'accord. Et franchement, en qualité de... En qualité de juge, de sage, pardon. D'accord. En France, on appelle ça les sages. Non, mais de sage issu de la société civile. Il n'y a pas de répartition. D'accord. Il n'y a pas de quota ou quoi que ce soit. C'est vraiment n'importe quelle personnalité peut être élue au Conseil constitutionnel. Et n'oublions pas que les anciens présidents de la République, donc des élus au suffrage universel, siègent de droit au Conseil constitutionnel. Le système israélien reste judiciarisé. Reste très judiciaire. En cela, il se rapporte beaucoup à l'équivalent américain. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ça me fait beaucoup penser au système américain, moi, parce que, en fait, aussi, le système américain prévoit que, alors d'abord, les juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Ils ne quittent la Cour suprême qu'à leur mort, finalement. Alors qu'en Israël, ils ont un mandat. Ils ont un mandat qui s'arrête à la retraite, qui est à l'âge de 70 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et donc, aux États-Unis, c'est le président qui va nommer un candidat, qui va proposer un candidat qui va être validé par la représentation populaire. Par le Sénat. Par le Sénat. Alors, le Sénat, c'est particulier parce que le Sénat, c'est une représentation populaire, mais pas proportionnelle. D'accord. C'est une représentation populaire, il y a 2 sénateurs par État, quelle que soit la population de l'État. Mais ça reste des représentants du peuple. D'accord. Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct dans la plupart des États. Et donc, il n'y a aucun juridique, aucun judiciaire, aucun juge dans la décision. À aucun moment, le processus de décision ne fait intervenir à un quelconque moment un juge dans la nomination d'un juge. Donc Israël, c'est vraiment un cas particulier où on fait participer les juges
à la nomination d'autres juges. Alors, il y a d'autres exemples dans des pays qu'on pourrait qualifier certains de démocratie, d'autres un peu moins. En Turquie et en Grèce, le système est similaire à Israël. Et au Danemark, il y a cet aspect un peu particulier où les juges se font nommer par une commission mixte, mais qui est largement composée de représentants du peuple. Là où c'est intéressant, c'est le système britannique, puisque au fond, Israël, c'est le système britannique. Et c'est intéressant de comparer parce que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite, comme Israël. D'accord. Et la Grande-Bretagne, contrairement à ce qu'on pense, n'a plus aujourd'hui 2 chambres. Elle a toujours 2 chambres de manière formelle, mais il n'y a qu'une seule chambre aujourd'hui en Grande-Bretagne qui compte, c'est les communes, donc l'équivalent de la Knesset, parce que la Chambre des Lords est devenue purement honorifique. D'accord. Justement, depuis 2009, où on a créé en Grande-Bretagne une Cour suprême. Et cette Cour suprême en Grande-Bretagne, comment ça se passe ? Il y a un comité d'expertise juridique, mais qui n'est pas composé des juges de la Cour suprême elle-même, composé d'autres experts juridiques à travers tout le pays, qui propose au Lord Chancellor des candidats, et le Lord Chancellor choisit les candidats. Qui choisit le Lord Chancellor ? Le Premier ministre. D'accord. Donc il y a toujours aussi... il y a toujours une prééminence, même dans le modèle anglais, de l'exécutif et des élus du peuple. Très bien. Alors je pense que moi, ça me paraît clair, tes explications. Donc, je pense qu'on peut passer au deuxième point que propose cette réforme. Donc, c'est la Piskat Gabrut, la clause dérogatoire. Alors, d'abord, explique-nous ce qu'est la Piskat Gabrut, ce qu'est cette clause et quelle est la situation actuelle par rapport à ça. Alors, sur le plan purement théorique, c'est une possibilité pour la Chambre, donc la Knesset, de passer outre l'annulation d'une loi, en l'occurrence une loi fondamentale, un Chok-Yesod, au bout d'un certain nombre de nullifications de la loi votée par la Knesset par la Cour suprême. La Knesset aurait la possibilité de faire passer en force cette loi pour une durée donnée. En général, on estime à 4 ans, une cadence, ou alors un peu plus que 4 ans, c'est-à-dire à partir du moment où la loi rentre en vigueur, et un peu plus. Mais ce qui est important de donner, c'est qu'en termes de Piskat Gabrut, il n'y a pas de durée ad vitam aeternam sur le surpassement de la Cour suprême. La Cour suprême peut se réserver le droit, après une certaine durée, de révoquer la loi qu'elle a dû avaler à contre-cœur. Ça, c'est la situation actuelle ? Non, il n'y a pas de situation actuelle. C'est ça qui est important. Alors, c'est actuellement, ça. Là, j'avais l'impression que tu nous expliquais ce que proposait la réforme. Il va falloir revenir un petit peu en avant. En Israël, nous n'avons pas de constitution, comme je l'ai précisé avant. Nous avons ce qu'on appelle des Chokei-Yesod, des lois fondamentales. Mais ces lois fondamentales sont révocables par une majorité à la Knesset. Une majorité simple. Une majorité simple, pour l'instant. Et ces lois fondamentales, si vous ajoutez... normalement, ces lois fondamentales ne sont pas censées être révocables, et la Knesset peut les amender comme la Knesset peut les amender à la majorité simple, et la Cour suprême peut s'appuyer sur ces lois fondamentales en termes constitutionnels. Pour annuler une loi simple. Pour annuler une loi simple. Elle peut s'en servir dans la hiérarchie des normes comme une norme suprême, en quelque sorte, qui n'existe pas en Israël. À côté de ces lois fondamentales, le seul texte qui peut servir de référence à une annulation des lois ou à une référence à une norme supérieure, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, telle qu'elle a été faite par Ben Gurion la veille de Shabbat en 1948. Voilà. Donc, toutes ces lois fondamentales, elles ont la possibilité, d'après le conseil d'Aaron Barak, justement, qui a été juge à la Cour suprême et président de la Cour suprême, elles ont la possibilité, s'il y a un Piskat Gabrut, de passer en force au-delà d'une loi fondamentale. Donc, il faut que, pour qu'une loi normale, une loi simple ou une loi fondamentale entre en collision avec une autre loi fondamentale et que la Cour suprême ne puisse pas, au nom d'une loi fondamentale, annuler, il faut qu'il y ait un petit passage en force. Comme le 49.3 à peu près. Alors, c'est différent parce que le 49.3, c'est l'exécutif. Mais c'est vraiment le passage en force de la... C'est le passage en force. Mais le 49.3, justement, c'est l'annulation du vote. D'accord. Là, en l'occurrence, il y a un vote. D'accord. Il y a même un vote 4 fois. Alors, j'explique, tu me dis si j'ai compris. Là, il n'y a pas de loi en Israël actuellement qui autorise la Cour suprême
à annuler une loi fondamentale ou une loi simple. La Cour suprême, au fil des années, s'est arrogé le droit, si une loi simple ou une loi fondamentale vient en collision avec une autre loi fondamentale déjà existante, elle a la possibilité de l'annuler. Exactement. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de possibilité, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de piscatit gabrout dans la loi, c'est-à-dire que la Knesset, une fois qu'une loi a été invalidée par la Cour suprême, elle ne peut pas être revotée à la Knesset telle qu'elle. Telle qu'elle, non. C'est pas possible. Il faut attendre au moins une autre cadence, changer les termes de la loi, voilà. la faire évoluer, et personne ne vous garantit que la Cour suprême... On est obligé d'attendre la prochaine mandature, etc. Voilà. On ne peut pas. Alors, ce que propose aujourd'hui la réforme de Yariv Lavin, c'est que pour la première fois, on intègre dans la loi la possibilité pour la Cour suprême, légalement, parce que jusqu'à maintenant c'était un droit qu'elle s'était arrogé, de pouvoir, dans certaines conditions, invalider une loi de la Knesset. De manière officielle. De manière officielle. C'est-à-dire que ce pouvoir que c'est auto-arrogé par jurisprudence la Cour suprême sous l'impulsion d'Aaron Barak serait inscrit, serait validé dans le marbre de la loi et voté par la Knesset. Simplement, ça ne concernerait pas les lois fondamentales. Et ces lois fondamentales que le gouvernement voudrait faire passer bénéficieraient d'un piscatit gabrout. C'est-à-dire que si un quorum de 61 parlementaires, de 61 Chaver Knesset, est réuni et vote en faveur de cette loi fondamentale, la Cour suprême n'aurait pas la possibilité d'invalider cette loi. Alors, ça s'est déjà produit. Et c'est là où c'est intéressant quand on voit, avec le recul, l'histoire parlementaire d'Israël. Remettons-nous dans l'année 1993. 1993, le Premier ministre est Yitzhak Rabin, dans les Bracha, et Yitzhak Rabin, à ce moment-là, doit faire passer une loi la Cour suprême accède à la demande d'un justiciable, une société qui veut importer de la viande non cachère en Israël. Et elle se base sur la loi fondamentale qui a été votée au début des années 90, Chofesh HaIsouk, liberté d'entreprendre. Donc, au nom de la liberté d'entreprendre, qui est une loi fondamentale, la Cour suprême va remettre en cause la loi que Yitzhak Rabin veut faire passer avec le Chasse, qui est dans sa majorité, pour interdire l'importation de viande non cachère. Que se passe-t-il? Aaron Barak, qui à ce moment-là est Mishpat HaElyon, qui est adjoint du président de la Cour suprême. Et Shamgar à l'époque. Exactement. Oui. Il va suggérer directement au gouvernement Rabin, tout simplement dans cette loi, vous introduisez Katit Gabrout et vous la faites voter avec 61 députés. C'est ce qui va se passer. Et cette loi va perdurer jusqu'en 1994 et même au-delà. Et elle va être renouvelée, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, contre l'avis de la Cour suprême, il est encore interdit, certaines conditions, d'importer de la viande non cachère en Israël. D'accord. Ça a été fait pour une raison beaucoup plus profonde en termes de coalition. Yitzhak Rabin voulait voter les accords d'Oslo. Et donc, pour maintenir sa coalition avec les ultra-orthodoxes Chasse, il a fait passer cette loi. Finalement, il a réussi à faire passer son agenda politique comme ça. D'accord. Simplement, ça crée un précédent. On est dans un droit anglo-saxon, de common law. Donc, quand il y a une jurisprudence sur un aspect de la vie politique, même à ce niveau-là, quand il y a un aspect du vote parlementaire qui est affecté à ce moment-là, et ses rapports avec la justice sont également affectés de cette manière par la jurisprudence, il est parfaitement possible de reproduire cette jurisprudence et de reproduire ce piscatit gabrout. La seule différence, c'est qu'ici, on veut introduire ce piscatit gabrout dans le Chok Yesod Hakika, dans la loi fondamentale de la législation. D'accord. Alors, donc, ce qui est proposé actuellement, je fais pédagogique et factuel. La Cour suprême ne pourra pas, d'après la nouvelle réforme, remettre en cause une loi fondamentale. En revanche, pour la première fois, on prévoit que la Cour suprême ait le droit légalement d'invalider une loi simple si elle considère qu'elle est contraire à une loi fondamentale. Mais pour cela, la Cour suprême devra siéger, d'après la réforme voulue par Yariv Levin, avec un forum complet des 15 juges, parce que ça aussi, il faut l'expliquer, la Cour suprême comporte donc 15 juges, et une majorité de 12 juges sur 15 devra se prononcer contre cette loi, pour qu'elle soit 80% pour qu'elle soit révocable. La Knesset pourra alors décider, dans ces conditions, de ramener la loi au vote
à la Knesset, donc en séance plénière, et la possibilité qu'elle soit définitivement adoptée avec une majorité simple de 61 députés. Ça, c'est la Piskatit Gabrout, la clause de dérogation. Mais la réforme prévoit aussi que la clause de dérogation ne soit pas enclenchable, ne soit pas possible si la loi est rejetée à l'unanimité par tous les juges de la Cour suprême. Effectivement. Alors, il faut la totalité des 15 juges pour bloquer justement ce revote, ce double vote Exactement. de la Knesset. C'est-à-dire qu'une loi est votée à la Knesset, elle arrive à la Cour suprême, il y a 12 juges sur 15 qui sont contre la loi, possibilité de revoter cette loi sans que la Cour suprême ne puisse à nouveau intervenir. Et là, la loi, comme tu le disais tout à l'heure, sera valable pendant 4 ans ou jusqu'à 1 an après la prochaine cadence. Ou alors, la Cour suprême, à l'unanimité des 15 juges de la Cour suprême, rejette la loi, c'est-à-dire l'invalide, et à ce moment-là, il n'y a plus de vote. Il n'y a plus de vote, c'est invalidé définitivement. Tout à fait. Il n'y a plus de possibilité de la représenter devant la Knesset. Alors, c'est donner une grande marge à la Knesset. Bien sûr. Faire passer en force des Bien lois. sûr. Ça, c'est clair. Bien sûr. J'ai peut-être même envie de dire que ce forum de 15 juges à l'unanimité, il est peut-être exagéré. Alors, il y a deux choses. C'est marrant parce qu'à chaque fois, les Juifs ne disent jamais quand ou comment, ils disent combien. Donc, la vérité et le curseur de l'inquiétude des uns et des autres se base aussi sur les chiffres. 2 chiffres. Comme tu as dit, le chiffre de la majorité des 15 juges, ça, c'est un chiffre extrêmement difficile à avoir parce que malgré tout, il existe des avis divergents à la Cour suprême. Bien sûr. La Cour suprême n'est pas un bloc monolithique, même si on peut y déceler des tendances, mais il n'y a jamais eu, très rare de réunir la totalité des juges, quand ils sont 15, en quorum plein, complet pour ça. Le deuxième chiffre qui pose problème, c'est 61 députés. C'est une majorité extrêmement faible, simple pour faire passer certaines choses. Certains, comme Guy Sarr, avaient proposé à l'époque 65 députés. D'autres placent la barre à 80. D'autres placent la barre même à 100 députés. C'est une question d'intensité. En tout cas, c'est le texte de départ. Là, ce soir, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où on enregistre cette émission, la Knesset est en train de voter en première lecture le texte de Yariv Levin. Peut-être que celui qui sera voté en troisième lecture sera différent et il y aura quelques amendements qui seront... tout est possible dans un débat parlementaire. Tout est possible. Alors, ce qui est important de signaler, parce que ça, on ne l'a pas dit, pour bien comprendre la situation actuelle, c'est qu'actuellement, il y a 15 juges à la Cour suprême. Mais les 15 juges ne siègent quasiment jamais à 15. Toutes les décisions, il faut comprendre quelque chose, la Cour suprême en Israël est omnisciente. C'est-à-dire qu'elle est dans toutes les décisions de justice. Depuis la composition du bonbon jusqu'à un arrêt d'expulsion d'un terroriste. Elle intervient dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, même des Israéliens. Et elle est mobilisable par n'importe quel justiciable israélien ou non. Peut la saisir. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas citoyen israélien peut également saisir la Cour suprême. D'accord, sous quel... Un Palestinien qui voit sa maison détruite peut faire appel à la Cour suprême même de l'État s'il n'a pas la nationalité israélienne. Même s'il n'a pas la nationalité israélienne. C'est un pouvoir extrêmement important. Et surtout, ça requiert beaucoup de travail. C'est une cour active, la Cour suprême. Les sages du Conseil constitutionnel ont beaucoup moins de boulot que notre Cour suprême israélienne. Oui. Même la Cour suprême américaine n'a pas autant de travail, parce que la Cour suprême américaine, même si elle est mobilisable par n'importe quel justiciable, ne se prononce que sur des questions de droit ou de rapport entre les droits administratifs des États. La Cour suprême israélienne travaille beaucoup plus. Forcément, ce n'est pas la totalité des juges qui va être mobilisée sur toutes les décisions de justice. Donc, ce quorum de 15 maximal intervient très rarement. Alors, ce que j'ai cru comprendre aussi, et tu me corriges si je me trompe, c'est que sur quel que soit le jugement qu'elle a à rendre, le quorum, c'est-à-dire le nombre de juges qui va siéger pour telle ou telle décision, est fixé par le président de la Cour suprême et les juges aussi. Par exemple, le président de la Cour suprême, pour telle décision, va dire, pour cette décision, c'est 3 juges qui vont siéger, c'est toi, toi et toi.
Oui, mais il doit respecter un certain ordre et une certaine alternance. D'accord. C'est pas possible qu'un juge soit mis de côté et ne serve jamais sur aucune D'accord. Mais décision est-ce qu'on peut et dire vice-versa. que pour une décision justement qui tient lieu à une maison d'un terroriste, ou en tout cas d'un Palestinien qui doit être détruit, dont le tribunal a décidé de la détruire, est-ce que là, le président de la Cour suprême peut avoir son idéologie qui rentre en jeu? C'est-à-dire dire, voilà, je nomme ces 3 juges-là, je sais qu'ils sont plus souples, je vais les mettre là, sur cette décision-là. Ou je vais prendre. Ça, c'est une question fondamentale. Qui est le juge? La question de la personnalité juridique. La personnalité juridique, évidemment, ne peut jamais être objective à 100%. Après, ça marchera peut-être sur une maison de Palestiniens, mais pas sur toutes. D'accord. Il y a une alternance qui doit. Non, parce que ça, ça me paraît fondamental dans le sens où ce qu'on a dit tout à l'heure, que les juges avaient un droit de veto sur la nomination d'autres juges, ça peut faire que la représentation de la Cour suprême ne soit pas totalement homogène, mais parfois aussi assez idéologique. Totalement. Encore une fois, rien ne garantit l'homogénéité aujourd'hui de la représentation de la Cour suprême, que ce soit dans l'origine, et par origine, j'entends ça au sens large, j'entends un homme ou une femme, un spectre politique, l'ensemble de ça, rien ne garantit. Rien ne garantit parce qu'on fait confiance au juge, on fait confiance à son autorité, à sa personnalité juridique. Évidemment, il y a des juges qui ne se cachent pas et qui ne se cacheront jamais de faire de l'activisme politique. Et d'ailleurs, c'est de bonne guerre. La question, c'est de savoir, est-ce que tous les activismes politiques sont tolérés au sein de la Cour suprême? Et ça, c'est une question fondamentale. Et effectivement, le mécanisme d'alternance du choix du président de la Cour suprême sur les juges qu'il va faire intervenir sur telle ou telle décision, est-il suffisant? Certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Certains s'en contentent, d'autres ne s'en contentent pas. C'est une vraie question juridique. D'accord. Et l'argument qui dit que puisque là, maintenant, la Knesset peut revenir sur n'importe quelle loi, ou sur n'importe quelle invalidation de la Cour suprême, puisque à part si effectivement ils invalident à l'unanimité, ce qui est, on l'a compris, très rare, ce qui peut être très rare. Est-ce que euh, ça veut dire que finalement, la Knesset et son pouvoir va être au-dessus des 2 autres pouvoirs? Alors, dans l'équilibre des pouvoirs, certains le conçoivent comme ça. Et encore une fois, il faut que la loi passe telle qu'elle est présentée comme ça pour que ce soit le cas. Effectivement, ça donnerait un avantage concurrentiel, si on peut dire ça comme ça, à la Knesset, à la Chambre. Et donc à la majorité en place au moment Et donc à la majorité en place au moment de. où, ouais. Après, soyons honnêtes, même un vote 61 députés Israël, Non, c'est pas facile. On l'a vu dans la précédente mandature. On l'a vu dans la précédente mandature, mais on l'a vu également au moment des accords d'Oslo. Au moment des accords d'Oslo, rappelons que des députés du Likoud ont voté contre, enfin ont voté pour, pardon, ont voté avec Yitzhak Rabin. On a vu qu'Yitzhak Rabin avait réussi à détacher le parti chasse de la droite israélienne. Donc, effectivement, ça donne un avantage à la Knesset. La question, c'est est-ce que la Knesset en interne peut elle-même gérer ce vote de Piskatit Gabrout et réunir les 61 députés? Ce n'est pas le cas de toutes les mandatures, et ce n'est pas le cas, même au sein d'une mandature affirmée, de personnalités qui s'affirment uniques au sein de leur parti, au sein de leur mouvance. Donc, oui, ça donne un avantage à la Knesset. La question, c'est est-ce que la Knesset peut profiter de cet avantage-là? Ça, c'est une autre question. D'accord. Et aussi, ça montre aussi cette Piskatit Gabrout et cette possibilité qu'a la Cour suprême d'invalider des lois actuellement sans aucun retour possible à la Knesset, et cette Knesset qui pourra donc revoter des lois sans aucun contrôle finalement définitif de la Cour suprême. On dirait qu'il y a une certaine concurrence entre ces 2 pouvoirs, et finalement, d'après toi, qui devrait avoir le dernier mot? La représentation du peuple, qui est la Knesset, ou la représentation judiciaire qui finalement, elle, n'est élue par personne et n'a de compte à rendre finalement à personne, puisqu'elle n'est pas sanctionnée par un vote finalement, à aucun moment? Alors, le problème se situe dans la légitimité de la Cour suprême, dans sa composition. Je vais prendre un exemple, c'est toujours bien de faire ce qu'on appelle en hébreu politika hashvaatית. Aux États-Unis, les juges de la Cour suprême disent également « je suis un représentant ». Pour une raison. Déjà, le système américain fait qu'ils sont effectivement
validés par quelqu'un qui est élu au suffrage universel, certes indirect, mais quand même au suffrage universel. Et ils ont une totale indépendance, y compris vis-à-vis de ceux qui les ont nommés. Personne n'est tenu de rendre un service une fois qu'il a été nommé. Il n'y a pas d'engagement de l'autre côté. À la limite, en amont, ils peuvent peut-être courber les chines, faire des mamours au pouvoir politique, mais une fois nommés, que ce soit jusqu'à leur retraite, comme c'est le cas en Israël, ou jusqu'à leur mort, comme c'est le cas aux États-Unis, ils n'ont plus de compte à rendre. Et on a souvent vu des juges conservateurs aux États-Unis faire des misères à des gouvernements conservateurs. On a vu des juges nommés par des républicains faire des misères à des républicains. Et on a vu des juges démocrates ou nommés par des démocrates faire des misères à des gouvernements démocrates. D'accord. Voilà, il y a une certaine indépendance. D'accord. De la même manière, en Israël, même avec la Cour suprême actuelle, on a vu également la Cour suprême s'attaquer à des lois que faisaient passer des gouvernements où ils avaient peut-être une certaine connivence idéologique. Donc voilà, soyons clairs. La surenchère, en fait, elle ne se fait pas, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre des pouvoirs. D'accord. La question, c'est de se dire, est-ce que la Knesset peut avoir une sorte de concurrence avec la Cour suprême? Il ne faut pas oublier que, très supposément, les deux sont censés travailler pour le peuple. D'accord. Donc, c'est les décisions idéales qui doivent sortir de cette marloquette, en quelque sorte. Le terme talmudique est important. C'est ça qui doit sortir, c'est l'intérêt du peuple qui doit sortir. C'est seulement une guéguerre entre deux pouvoirs. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour là de ce qu'est la Piscatit Gabrout, cette clause de dérogation. Alors, le troisième point, c'est l'annulation du recours à l'argument de caractère raisonnable par la Cour suprême pour casser des décisions gouvernementales qu'ils appellent la ilat asvirut en hébreu. Alors, explique-nous la situation actuelle par rapport à cette caractère raisonnable. Pour le coup, c'est, en tout cas dans les démocraties qui ressemblent à Israël, on va dire dans les démocraties plus de common law, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Même s'il y a certains exemples qui peuvent s'y rapporter, cette notion-là, c'est une réelle notion définie elle-même, elle-même, n'a pas son équivalent. En fait, la Cour suprême, c'est une cour constitutionnelle. Un peu particulier de parler de cour constitutionnelle dans Quand un il n'y a pas de pays constitution. quand il n'y a pas de constitution, mais on se comprend. On se comprend que la Cour suprême fait appel aux valeurs de l'État d'Israël et on va dire à certaines normes supérieures pour juger à cette aune-là l'ensemble des lois. Or, elle a rajouté à la déclaration d'indépendance et au Chokei Yesod, aux lois fondamentales, cette notion de zvirut pour repousser certaines choses. Et là, le problème, c'est qu'on met le doigt dans un engrenage très, 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 très complexe. Je vais citer le juge Antonin Scalia, juge certes conservateur aux États-Unis, mais qui est un des juges les plus importants de la Cour suprême. Il disait à chaque fois que j'ai un doute sur la Cour suprême américaine en termes d'idéologie, je regarde ce qui se passe en Israël et je me rassure. C'est-à-dire que le Ilat Asvirut est en fait une porte ouverte à n'importe quelle interprétation de n'importe quel juge. Aussi bien dans le sens qu'il a été fait par l'idéologie, on va dire, progressiste de Aaron Barak, il faut appeler un chat un chat. C'est lui qui a mis en avant cette notion-là, et il lui-même le dit, hein, c'est de l'activisme judiciaire. Mais demain, un juge ultra-orthodoxe qui viendrait au pouvoir et qui ne jugerait pas logique, ou alors ne passe sa vie raisonnable que deux hommes se tiennent la main, pourrait, selon les mêmes arguments, selon le même raisonnement, dire bah, moi, je renvoie cette proposition de loi, je renvoie cette loi, je renvoie ce justiciable, et voilà. C'est un pouvoir donné à la personnalité et non à la loi. Et c'est ça qui est dangereux. Quand on donne trop de pouvoir à la personne et pas à la loi, et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, eh bien, on peut déboucher sur des situations dans lesquelles le peuple, la Cour suprême, rappelons-le, l'ensemble des pouvoirs est au service du peuple, le peuple ne reconnaît pas du tout les décisions de loi. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites à partir d'une idéologie, et pas de la loi. Et donc, la confiance dans l'institution judiciaire baisse notamment. C'est un point central. Alors, je vais essayer d'expliquer concrètement à nos téléspectateurs ce que ça représente. Aujourd'hui, encore une fois, vraiment, tu me corriges si tu penses que je me trompe, la Cour suprême peut annuler une décision du gouvernement
des ministres ou de toute autre affaire civile, au civil, au pénal, jugée par un tribunal. Donc elle peut casser cette décision au motif que la décision comporterait un caractère déraisonnable extrême. Et ce sont les juges de la Cour suprême, comme tu le disais, eux-mêmes, qui déterminent les limites de ce qui est raisonnable ou de ce qui ne l'est pas, de manière totalement subjective, pas du tout légale. Tout à fait. C'est légal. C'est un pouvoir qui se sont Oui, attribués à oui, eux-mêmes. mais pas sur des bases. Ils rejettent, par exemple, pas sur des bases légales, sur des bases. Exactement, pas sur des bases qui sont inscrites dans la loi. Ce qui est raisonnable ou pas selon leur subjectivité. Exactement. C'est un argument subjectif. Il n'y a pas besoin de se baser sur une loi ou une norme écrite préexistante. On a des normes écrites. Encore une fois, Roquet-Yesod, les lois fondamentales et la déclaration d'indépendance sont des lois écrites. Oui, c'est la base. Une base. C'est une base. Un raisonnement, c'est pas quelque chose d'écrit. Raisonnement, et surtout, un raisonnement n'est pas connu à l'avance. C'est-à-dire qu'un justiciable va se comporter différemment parce que nul n'est censé ignorer la loi. Si on connaît la loi parce qu'elle est écrite, alors on va avoir une attitude avant l'acte qui est différente. Or, si l'acte ou le côté délictueux ou le côté non légal de l'acte se fait à partir d'une certaine raisonnabilité, eh ben, ça introduit une sorte d'arbitraire judiciaire. Exactement. Qui est très grave. Donc ça veut dire que le justiciable se verra, on va dire, condamné de manière plus ou moins forte selon que le juge face à lui considère comme peut-être raisonnable. Pas forcément condamné, mais en tout cas se verra lésé d'un jugement. D'accord. La Cour suprême n'a pas la possibilité de juger en première instance. Non, c'est une cour d'appel. C'est une cour d'appel ou l'équivalent d'une cour de cassation de dernier recours. Mais ça veut dire qu'un justiciable qui aurait pu, selon la loi, selon la lettre, avoir un jugement A, aura un jugement B, simplement parce que sa cause n'a pas été jugée raisonnable. Mais selon tel juge, alors que selon un autre juge, ça aurait pu être différent. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu un. Tout à fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. C'est la chance. Un des arguments pour le Ilat Asvirut consiste à dire que plusieurs juges prenant la décision, plusieurs juges votants, intervenants, il y a une confrontation de raisonnabilité. D'accord. Si on veut, on ne compte pas sur l'esprit d'une personne, on compte sur l'esprit de plusieurs personnes raisonnables pour définir une juste définition. Très bien. Je vais donner un exemple qui semble indiquer un petit peu que ça peut être très tangent. Lors de la Hitnatkout, il y a eu une consultation. Alors, la Hitnatkout, c'est le désengagement de la bande de Gaza, du Gush Katif. Du Gush Katif. Il y a eu 3 choses qui ont été faites. Il y a eu une consultation populaire qui a conclu un non à la Hitnatkout. La loi sur le référendum n'ayant pas été admise à cette époque-là, même de toute manière, même si elle existait, elle n'aurait pas eu d'effet puisque Gaza n'est pas considéré comme faisant partie de l'État d'Israël. Donc, Ariel Sharon a balayé la consultation populaire d'une main. Il y a eu un vote parlementaire au cours de laquelle, oui, les parlementaires ont voté en majorité pour le désengagement de Gaza. Et forcément, la Cour suprême étant à la disposition de tout justiciable, des gens du Gush Katif ont fait appel à la Cour suprême et des gens d'autres parties du pays également ont fait appel à la Cour suprême sur cette décision du Parlement. Et alors que, on va dire, au niveau de la consultation populaire, c'était 50% et un peu plus contre la Hitnatkout, au niveau parlementaire, c'était un peu plus que 50% pour. Même, il me semble que c'était quelque chose avec 5 ou 6 députés au-dessus de la chose requise. Au niveau de la Cour suprême, il y avait 11 juges, il y avait 10 contre et il y avait 10 pour la Hitnatkout et 1 contre. Donc, quand on voit le décalage entre l'avis des juges, l'avis des parlementaires et l'avis de la population, ça ne remet pas en cause l'autorité légale de la Cour suprême. Ça remet en cause sa représentativité et sa volonté d'aller dans le sens du service du peuple. Alors, ce qui est proposé aujourd'hui par le texte que propose Yariv Levin, c'est l'annulation de la possibilité d'annuler une décision parlementaire ou gouvernementale avec cet argument de caractère raisonnable. Le seul argument recevable sera l'argument légal, avec la possibilité d'avoir recours
à cet argument dans les affaires civiles ou de droit commun. C'est-à-dire Tout à que fait. cette annulation du caractère raisonnable ne reste que pour des lois, que pour des décisions administratives, gouvernementales. gouvernementales. Et voilà. Donc, par contre, pour un accusé, un mis en examen de droit commun, si le juge, on laisse au juge la possibilité d'avoir recours, encore une fois, à ce caractère Également raisonnable. dans le cadre de litiges commerciaux. Aussi, d'accord. Mais tout ce qui concerne les lois, tout ce qui est civil. qui concerne les lois, en fait, tous les rapports entre le gouvernement et la loi ne pourront plus être jugés à l'aune de la raisonnabilité. D'accord. Est-ce que, d'après toi, est-ce qu'au fil des années, ce caractère de raisonnabilité a pris le pas sur le caractère légal? Est-ce qu'on a vu de plus en plus de lois qui ont été, Oui. de décisions qui ont été prises à l'aune de ce. Manifestement, dans des décisions très particulières, dans des décisions d'interprétation générale de la loi fondamentale sur les droits de l'homme et de sa respectabilité, on a une raisonnabilité qui est rentrée un petit peu dans les mœurs du jugement sur des sujets plutôt sensibles. Mmh. Et sur ces sujets plutôt sensibles, ça a provoqué des levées de boucliers à la fois parlementaires, mais également populaires, certaines catégories de la population. D'accord. Donc oui, il y a eu cet argument-là qui a été utilisé de plus en plus par la Cour suprême au cours des 30 dernières années, chose qui n'était pas faite avant 1995. D'accord. 1995, on rappelle, c'est l'année de la réforme voulue et menée par Aaron Barak au sein de la justice. C'est pas vraiment une réforme, puisque la Cour suprême n'a pas la possibilité de faire des lois elle-même, de réformer quoi que ce soit. C'est plutôt un changement de cap. D'accord. C'est une jurisprudence automatique. D'accord. Alors, finalement, ce caractère de raisonnabilité, ça veut dire qu'un quorum de 3 juges, de 5 juges de la Cour suprême, de manière totalement, encore une fois, subjective, personnelle ou même morale, peuvent casser une décision politique ou gouvernementale. Tout à fait, sur cette base-là. D'accord. Donc, ils ont intégré sur la base légale. Ça veut dire que finalement, leur propre morale, leur propre subjectivité, ils l'ont placée au-dessus de la loi. Pas systématiquement tous les juges, D'accord. pas systématiquement toutes les décisions, mais le simple fait d'avoir cette possibilité-là est en soi un problème d'ordre juridique. D'accord. Est-ce que toi, tu vois un danger dans l'annulation de ce caractère raisonnable? Je demande mon avis personnel. Je te demande ton avis, oui, personnel. Alors, partons du principe que moi, je considère que la possibilité pour une cour, encore une fois, s'il y avait une composition différente de la Cour suprême, je serais peut-être moins enclin à avoir peur de cette cause de raisonnabilité, justement parce que comme la Cour suprême elle-même le définit, il y a un quorum de raisonnabilité. C'est l'avis de plusieurs personnes qui est mise en cause. Mais encore une fois, si la Cour suprême ne me ressemble pas, dans un monde idéal, on voterait pour les juges de la Cour suprême au suffrage universel. Nous, les citoyens, directement. Bien sûr. Ce pas le cas. Bien sûr. C'est un doux rêve que je caresse, comme tous les libertariens ou autres. Voilà. Mais il faut que la Cour suprême ressemble au peuple qu'elle juge. Et malheureusement, sans ça, on ne peut pas lui faire confiance sur des zones juridiques qui sont soumises au sens commun. Parce que le sens commun des uns n'est pas le sens commun des autres. Alors, ce que tu es en train de me dire me fait penser que peut-être, effectivement, dans la première phase de cette réforme, finalement, Yariv Lavin, il aurait dû proposer le changement dans le comité, dans la commission de nomination des juges, pour pouvoir arriver à quelque chose de plus équilibré et de plus homogène au niveau de la Cour suprême, et de plus hétérogène au niveau de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il y ait des juges qui viennent de sensibilités plus différentes que celles qui existent actuellement. Et finalement, laisser peut-être cette clause de raisonnabilité pour une deuxième phase, une autre phase, pour voir si effectivement, déjà, ce changement-là provoque un changement au niveau de l'utilisation de cette clause de raisonnabilité. Mais je pense que le gouvernement veut aller vite. D'accord. Le gouvernement veut aller vite parce que quand on regarde les 12 dernières années de l'ère Netanyahou, il est très, 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 très rare qu'il
qu'il y ait eu une majorité de droite, Mmh. entièrement de droite. Mmh. Donc je pense que la volonté du gouvernement, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je n'ai pas forcément à juger de la chose, hein. C'est un débat parlementaire et il doit se régler au Parlement. La volonté du gouvernement d'aller vite est peut-être contre-productive parce qu'il essaye de faire passer beaucoup de choses en même temps et des choses qui parfois sont peut-être contradictoires. Mmh. C'est-à-dire à la fois vouloir changer et la composition des juges, mais d'une manière détournée, et à la fois annuler cette notion de raisonnabilité, peut-être qu'il fallait faire l'un ou l'autre. D'accord. L'un ou l'autre. D'accord. Peut-être que ce serait mieux passé du point de vue des juges eux-mêmes. Mmh. Que les juges en Israël, contrairement aux juges de la Cour suprême, d'autres cours suprêmes, n'hésitent pas à parler sur les lois, hors décision de justice. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne se réservent pas, ils n'ont pas. Il n'y a pas de devoir de réserve des magistrats de ce point de vue-là. On l'a vu d'ailleurs dans le discours de la présidente de la Cour suprême, Esther Voilà, Hayout, on sent que c'est un point qui touche bien sûr. au sentiment des juges. Bien sûr. Et pour terminer, donc le quatrième point de cette première phase de la réforme, c'est la nomination des conseillers juridiques. Alors aujourd'hui, il y a des conseillers juridiques dans chaque ministère. Il y a un conseiller juridique à la Knesset et il y a le conseiller juridique du gouvernement. Ces conseillers juridiques, au fil du temps, leur rôle a pris de l'ampleur, passant d'un avis consultatif à un avis contraignant. C'est ça la situation actuelle. Et le gouvernement donc prend des décisions, ou en tout cas fait avancer des législations, des lois ou des décisions que le conseiller du gouvernement, que les conseillers juridiques peuvent à un moment donné bloquer, avant même que ça arrive au vote parlementaire. Est-ce que c'est juste ce que je dis? C'est juste. Il y a un grand vide juridique là-dessus. Et en 1962, hein, il y a eu la première jurisprudence sur ce cas-là. Ça qui est fou dans le droit, c'est qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières. Certains considèrent que l'avis des conseillers juridiques de la Knesset, du gouvernement, est un avis contraignant. D'autres considèrent que c'est un avis ouvert, consultatif. Et parfois, la marge de manœuvre est très faible parce que la Cour suprême elle-même peut s'appuyer sur l'avis d'un conseiller juridique du gouvernement et l'avis juridique d'un ministère et l'avis juridique de telle ou telle personne sur pas mal de choses. Dans les faits, cette spécificité n'est qu'israélienne. Si on compare avec le reste du monde, il y a des conseillers juridiques, mais ce sont de simples avocats, consultants, pour dire bah non, ça va pas passer. Mais ça veut pas dire ça ne va pas passer parce que je ne veux pas que ça passe. Ça va pas passer parce que vous allez vous faire défoncer par la commission d'éthique ou par la Cour suprême ou par l'ordre administratif ou par je ne sais quel autre. Mais ça n'est pas le conseiller juridique lui-même qui a le pouvoir d'arrêter normalement. Voilà. D'autant plus que le conseiller juridique nommé par un gouvernement X continue. Je parle pour le conseiller juridique du gouvernement. Oui. Son mandat est long, et plus long qu'une mandature parlementaire, donc ça veut dire une mandature exécutive. Donc on peut dire que si le conseiller juridique est nommé par une coalition de gauche, qu'il y a des élections, que c'est la droite qui gagne, le conseiller juridique va continuer avec la mandature de droite, même si ses avis vont lui être hostiles. Tout à fait. Techniquement parlant, le nouveau gouvernement a la possibilité de renvoyer ce conseiller-là. Sur le plan pratique, ça ne se fait pas. D'accord. Sur le plan pratique, ça ne se fait pas parce qu'il faut accumuler quand même une assez grande procédure. Il faut faire une grosse procédure et qui implique énormément de tenants et d'aboutissants et qui implique également la Cour suprême qui peut donner son avis, parce que c'est une question d'ordre administratif. Donc, la plupart du temps, quand un conseiller juridique est nommé, à moins d'un décès ou d'un événement grave, ce conseiller juridique reste jusqu'au bout de sa... Mais quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'un gouvernement, d'un gouvernement, on va dire, de droite, avec un conseiller juridique qui a été nommé par la gauche, quand ce conseiller juridique va bloquer des décisions, ou alors son avis va être, on va dire, consultatif dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va consulter le conseiller juridique, il va donner un avis contre l'action que le gouvernement veut mener. Le gouvernement va au bout de son action quand même. La Cour suprême est saisie. Et là, on va se retrouver avec un conseiller juridique du gouvernement qui va
finalement pas défendre le gouvernement auprès de la Cour suprême, mais va l'enfoncer. Alors, pas forcément. Une fois qu'il a donné son avis est un avis juridique, et donc cet avis reste écrit, puisqu'il est communiqué par écrit au gouvernement. La Cour suprême peut s'appuyer dessus ou une commission, par exemple, une commission mixte, avec à la fois l'opposition et la coalition, peut s'appuyer sur cet avis-là pour interrompre le processus parlementaire, interrompre le vote, ou interrompre, si c'est le cas du gouvernement, si c'est le cas de l'exécutif, interrompre une décision juridique du gouvernement. Il faut savoir, c'est à la fois le gouvernement qui fait appel à son conseiller sur les décisions qu'il prend dans le cabinet. La Knesset fait appel à son propre conseiller sur le fonctionnement de la législation. Donc ces conseillers-là, aujourd'hui, c'est très très difficile dans les faits d'aller contre leurs décisions et d'aller contre leur avis. Ça n'a pas toujours été le cas. Ben Gurion définissait lui-même le conseiller comme un conseiller, et il avait la possibilité d'outrepasser pendant sa période de mandature. Lui, il le faisait allègrement. Et en fait, c'est une machine qui s'alimente elle-même. C'est-à-dire, plus le conseiller juridique du gouvernement va penser qu'il a la possibilité d'infléchir le cours des choses, plus il va le faire. D'accord. Et vice-versa. Moins il a la bride lâchée, plus il va se... Alors ça, c'est la situation actuelle. Ce que propose la réforme du ministre Yariv Levin, c'est d'entrer dans la loi que l'avis du conseiller juridique du gouvernement et celui des conseillers juridiques des différents ministères, et uniquement consultatif. Exactement, ne soit plus contraignant. Donc ça, il veut l'inscrire dans la loi. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que voilà, c'est maintenant d'un autre côté, ne serait-il pas plus logique de dire que lorsqu'une nouvelle coalition arrive au pouvoir, un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, ils placent et ils nomment ses propres conseillers et ses propres personnes à des postes de confiance? Tu me demandes mon avis. Moi, je pars du principe que si c'est un conseiller juridique au gouvernement, et si on veut que ses avis soient contraignants, alors il faut qu'il soit élu au suffrage universel direct. J'ai pas de problème au contre-pouvoir, si je suis l'origine du contre-pouvoir. Donc toi, tu dis que... Donc, de deux choses l'une. Soit alors, on élit directement quelqu'un qui aura pas de problème de mandature. Il faut savoir, il y a aussi un problème, c'est qu'en Israël, les mandatures sont censées durer 4 ans. Ouais. En moyenne, elles durent plutôt 3 ans. Ouais. Donc, il y a aussi un souci voilà. Mais si cette personne doit être uniquement consultative, alors oui, que chaque gouvernement prenne son propre conseiller. Je pense que c'est plus simple de faire ça dans la loi. Et que ce soit un simple fonctionnaire. Exactement. Plutôt que de faire que leur avis ne soit que consultatif légalement parlant, plutôt que ça, de faire que chaque nouvelle mandature nomme ses propres conseillers. Petite comparaison, en France, on a le Conseil d'État, qui est composé de fonctionnaires et qui joue entre guillemets, une part du rôle du conseiller juridique du gouvernement. Bien sûr, chacun a son conseiller juridique, mais uniquement, c'est un conseiller privé. Mais s'il devait avoir un organe qui donne des avis contraignants au gouvernement, eh ben, ce serait le Conseil d'État. Et le Conseil d'État, pour le coup, c'est des fonctionnaires qui sont choisis par eux-mêmes, par le gouvernement lui-même. D'accord. Et il y a une rotation qui s'effectue, puisque forcément, s'ils sont choisis, ils sont choisis par le gouvernement en place. Donc effectivement, on pourrait imaginer que plutôt que d'avoir une mandature fixe, le conseiller juridique du gouvernement soit attaché au gouvernement. Si le gouvernement tombe, le conseiller tombe aussi. Ah oui, ça me paraît plus logique, mais bon, on verra ce que donne. On verra ce que donnent les discussions. Exactement. Alors, je rappelle qu'au moment où on enregistre cette émission, je le rappelle encore une fois, actuellement, à la Knesset est en train d'être voté et présenté en séance plénière le vote en première lecture de cette loi. Qu'il y aura donc 3 lectures, 3 votes, et que au moins 3 votes, et que très probablement un texte définitif qui sera peut-être différent de sa version initiale que nous avons présentée nous ici ce soir. Alors, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est de dire cette phrase qu'a eue Yariv Levin lors de sa conférence de presse de présentation de son texte de réforme. Pour conclure, il a dit: ces réformes renforceront le système législatif
et elles lui permettront de regagner la confiance du public. Elles restaureront l'ordre, elles permettront aux députés de légiférer, au gouvernement de gouverner, aux conseillers juridiques de conseiller et aux juges de juger. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu embrouillé ou effectivement, les uns ne peuvent pas légiférer ou exécuter parce que… La résultante de la politique israélienne et de l'organisation institutionnelle israélienne est une résultante du chaos. On va se baser sur la norme juridique suprême de l'État d'Israël, la déclaration d'indépendance. Dans la déclaration d'indépendance, il y a énormément de notions qui ressortent. J'ai beaucoup de plaisir à le découvrir avec mes élèves en Ezrahout. Ils vont l'avoir au bac dimanche prochain, mais on le vit au jour le jour dans le pays. Cette déclaration d'indépendance, c'est quelque chose de vibrant, c'est quelque chose qui fait appel à des notions à la fois judaïques, les prophètes d'Israël, le retour des exilés, le rocher d'Israël, l'accomplissement des promesses divines, l'accomplissement des promesses messianiques. C'est évoqué dans la déclaration d'indépendance. Mais ce qui est également évoqué dans la déclaration d'indépendance, c'est l'aspect démocratique. C'est l'égalité, c'est le respect de l'être humain, c'est la main tendue vers les habitants d'autres religions. Et il y a quelque chose, pour le coup, qui est factuel et annoncé en termes de date dans la déclaration d'indépendance, c'est la Constitution. Ah, alors, or, elle est où la Constitution ? Exactement, c'était ma prochaine question et ma dernière question, c'était de te demander pourquoi, d'après toi, n'en profite-t-il pas ou n'en profite-t-on pas dans ce pays pour enfin se doter d'une véritable Constitution ? Regarde ce que provoque comme réaction une réforme judiciaire, une révolution judiciaire, une réforme judiciaire. Faire une Constitution aujourd'hui, c'est acter la présence d'un régime. En fait, en Israël, on ne réforme pas puisqu'il n'y a pas de forme. On essaye de former par accumulation. Le problème, c'est que quand on a le cul entre deux chaises, parfois on tombe par terre et ça fait mal. Et c'est le malheur de la politique israélienne et du parlementarisme israélien depuis sa création. C'est-à-dire qu'on devait, dans la déclaration d'indépendance, pas plus tard que quelques mois après, il me semble que la déclaration d'indépendance étant en mai, c'était en octobre que devait être votée la Constitution. D'accord. Et ça, c'est la déclaration d'indépendance. C'est pas seulement un beau texte, c'est une norme juridique suprême d'après la Cour suprême et d'après tout le monde en Israël. Et cela n'ayant pas été fait, on a trouvé un compromis avec, il me semble, avec beaucoup de brio au cours des premières années de l'État. On s'est contenté, on a rajouté, on a dit oui, certaines lois sont constitutionnelles, mais elles ne le sont pas. C'est le plus grand défi des institutions israéliennes. Trouver leur forme et trouver une forme qui satisfasse tout le monde. Le problème d'une constitution, c'est que si elle n'est pas votée au début de la création de l'État, alors il faut trouver une souveraineté et une légitimité nationale particulièrement forte pour la faire voter. Or, aucun gouvernement en Israël n'est stable, qu'il soit de gauche ou de droite. Aucun gouvernement n'aura la légitimité pour faire voter de manière parlementaire une constitution. On en revient à ce que moi j'appelle de tous mes voeux, et ce que Yariv Levin, de manière détournée, a fait rentrer dans le droit israélien, c'est-à-dire le référendum. Si demain, il y a une constitution qui doit être votée en Israël, il faudra absolument que ce soit par la population, par le peuple, parce que Israël a une spécificité par rapport à toutes les autres démocraties occidentales, c'est la démocratie qui se repose le plus sur ses institutions et la moins sur son suffrage universel et sur sa population. C'est clair, évidemment, on peut partir de la Suisse, qui est l'exemple le plus édifiant dans ce domaine-là, et aller jusqu'à la France, qui a des suffrages universels introduits par le gaullisme un peu partout. Israël a un manque de participation directe du peuple à ses institutions. On a beaucoup d'élections, mais ces élections sont toujours à sens unique, dans le sens parlementaire. Alors, on pourrait rétablir le double bulletin, comme on l'a vu, qui donnait directement à l'exécutif une légitimité. Et si ce double bulletin existait, on n'aurait pas eu 5 élections avant. On pourrait donner justement cette constitution à voter à l'ensemble du peuple. Et à ce moment-là, peut-être, comme c'est le cas dans d'autres démocraties, que la séparation des pouvoirs serait bien respectée, puisqu'elle serait ancrée dans le marbre. Personne ne pourrait contester ceci ou cela. En fait, ce qui crée beaucoup d'agitation autour de cette réforme, mais au-delà de cette réforme, on sait très bien que l'agitation, elle est dans le peuple, elle est dans les manifestations, elle est dans la violence verbale pour l'instant, et espérons que ça en reste là, qui oppose un côté à l'autre. Eh ben, si cette équation a été résolue
par un vote simple, qui comprenne la totalité de la population, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on aurait peut-être moins de problèmes au sein des institutions. Ben voilà, merci de cette belle conclusion, Benjamin. J'aurais tendance à écrire un petit mail à Yariv Levin et à lui suggérer de se prendre comme conseiller pour cette future constitution israélienne. Voilà, Benjamin, j'espère qu'on aura en tout cas réussi à répondre aux interrogations et aux questions que peuvent se poser nos téléspectateurs sur cette réforme et sur le texte du ministre de la Justice, Yariv Levin. J'espère qu'on a été assez factuel. Vous avez pu être un peu éclairé par ce qu'on a essayé de décanter ici ce soir pour vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Benjamin. Merci à toi. À très bientôt sur le plateau de Tandem, ici ou ailleurs, dans d'autres émissions. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir.